Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers amis, chers compatriotes, je voulais profiter surtout de la session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour lancer un petit message à nos dirigeants. Avant d'aborder le problème de la Mauritanie, je voulais aussi attirer leur attention sur l'épuration ethnique qui se perpétue et sévit actuellement au Mali contre la communauté Fulbe, loin des regards ou loin des projecteurs et sous l'œil complice du gouvernement de leur collègue Ibrahima Boubacar Keïta. Ce qui se passe actuellement dans ce pays est inacceptable, inadmissible, et leur silence est soit coupable ou complice. Excellence, votre réunion coïncide avec la commémoration du centenaire du combattant de la liberté, notre icône, notre leader Nelson Mandela, qui a consacré toute sa vie pour le respect de l'homme noir sur la terre africaine et du respect de l'homme tout court sur cette planète terrestre. Le système d'apartheid qu'il a combattu, comme tous les systèmes racistes, exclusivistes, chauvinistes, était, au-delà de son aspect de crime contre l'humanité, une forme primitive, régressive et négative d'exploitation et de domination de l'homme. Cette myopie théorique et pratique dont s'est dégagé le Parti national sous l'impulsion de Frédéric de Klerk et de la communauté internationale dans une moindre mesure sous l'action de l'ANC et de son charismatique leader Nelson Mandela, est le virus qui gangrène le régime mauritanien et le système unique qu'il a engendré et qui est incapable de voir la réalité en face pour l'instant. Il faudrait, hélas, qu'il saigne la Mauritanie de part en part, coûte à la détermination sans faille des opprimés pour également accepter de se conformer aux principes éternels du respect des droits de l'homme et en tire toutes les conséquences volutives. Excellence, nous n'ignorons pas les contraintes diplomatiques que sont imposées les gouvernements du monde et particulièrement ceux d'Afrique pour empêcher un pays à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre. Mais nous pensons que ces contraintes n'ont plus leur raison d'exister lorsque les droits de l'homme et des peuples sont bafoués. Le droit d'ingérence humanitaire doit être un devoir moral reconnu et applicable sur tous les pays où des hommes pour qui la vie humaine ne représente aucune valeur se mettent à détruire leurs semblables au nom d'une idéologie raciste. Chers frères et sœurs d'Afrique, je sais que vu de loin, pour bien des gens, la Mauritanie apparaît comme un pays tranquille, calme, sans problème majeur, stable même au dire de ses dirigeants. C'est une image trompeuse qui égare bien des observateurs. La Mauritanie est un pays complexe, secret, un volcan endormi qui couvre une crise interne découlant de relations d'équilibre communautaire aujourd'hui rompues. Cette perception première trompeuse à souhait
est due au fait qu'à l'image de beaucoup de pays africains, depuis l'indépendance ou depuis le discours de Bâle pour certains, la Mauritanie, elle aussi, dispose de sa démocratie, bridée, bien sûr, avec une constitution taillée sur mesure, des partis politiques qui foisonnent, une presse écrite dite indépendante, mais je préfère dire presse privée, et de temps à autre, un simulacre de compétition électorale. Pour compléter le tableau, c'est bien là des attributs. Pour qui n'est pas averti d'une parfaite démocratie. Et l'on se croirait dans un pays où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nos plaintes et nos réserves à l'endroit de notre démocratie ne seraient pas alors comprises. Et pourtant, la Mauritanie recouvre une toute autre réalité, dissimule une face cachée dans notre apartheid méconnu. Telle est la réalité que bien des gens ne comprennent pas. Il est nécessaire de rappeler que la Mauritanie est un État conventionnel, artificiel, créé par le colonisateur français. Je vous fais l'économie de la géopolitique de l'époque. La France, par sa volonté, décida donc de faire coexister dans un même espace deux communautés, arabo-berbères et négro-africaines. Deux communautés, il faut le souligner, qui s'étaient forgées chacune au cours de l'histoire dans un espace autonome, régi par des pouvoirs politiques spécifiques, indépendantes l'une de l'autre. Elles entretenaient naturellement du fait de la proximité des relations tantôt amicales, le plus souvent heurtées à des causes incessantes de réseaux, ou certains appellent les razzias, morts, opérés, pillant et capturant la population des villages à des fins d'esclavage, qui est l'origine, entre autres, de la composante appelée aujourd'hui Haratine en Mauritanie. Depuis l'indépendance, nos chefs d'État, incapables de se départir de l'esprit partisan, tous ici du milieu maure, se sont attelés sans relâche à développer tour à tour des politiques qui, loin de forger la nation encore inexistante, ont conduit à des crises cycliques répétées, à une déchirure profonde entre les deux communautés. Par ces politiques nocives développées au fil des années et des régimes que guidaient un système unique, ont mis en place un apartheid déguisé. Je dis déguisé, car on le chercherait en vain dans des textes constitutionnels, alors qu'il existe partout et pour peu qu'on observe. Cette discrimination raciale commença d'abord feutrée, subtile, insidieuse, pour un projet qui allait devenir obsessionnel, construire une Mauritanie exclusivement arabe. Pour ce faire, des mécanismes furent mis en œuvre pour que l'État fît la chose d'une seule communauté. Progressivement, au rythme des résistances qu'opposaient les négro-africains, on fit de sorte que les arabo-berbères contrôlent la réalité du pouvoir politique et économique, la justice, l'éducation, l'armée, entre autres. La diplomatie ne sera pas en reste ou à l'extérieur, il faut afficher l'image d'une Mauritanie arabe par la composition de délégations, les discours et les clichés officiels, les clichés culturels, où il faut gommer totalement l'autre personnalité de la Mauritanie. Évidemment, pour masquer la nature discriminatoire des régimes, on va saupoudrer un peu par quelques nègres de service sans responsabilité aucune, personnalités aux genoux tremblants, figurines sans aucun pouvoir de décision.
Un des rouages essentiels de cette machine à discriminer fait l'usage confus de la langue arabe. Cette langue introduite très tôt dans le système éducatif à des fins d'indépendance nationale, disait le discours officiel. Vaste supercherie qui visait en fait à cacher les motivations sordides. On lui fit jouer un rôle non pas d'intégration, non pas d'épanouissement pour tous, mais on l'utilisa comme instrument de sélection et de discrimination dans l'emploi et l'éducation pour éliminer les négro-africains. Les enfants négro-africains commencèrent à jouer massivement. Ce fut la période où il y aura de marées sans précédent de cadis, de magistrats, d'enseignants, de centaines de jeunes sautant à pied, joints dans le système, sans aucune formation, et dont le seul critère de recrutement fut qu'ils étaient passés par l'école coranique et les capacités, comme s'ils passaient par cette école, entraînaient automatiquement les compétences et les capacités requises. Un vrai gâchis au plan national à la base de l'impasse et de la déchéance actuelle du système éducatif. Beaucoup d'observateurs se méprennent alors sur le sens de ces crises, les présenter à tort comme des crises interethniques, comme si la communauté arabo-berbère et négro-africaine se dressait par animosité l'une contre l'autre. Ce ne fut jamais le cas. Ces crises étaient orchestrées par nos dirigeants à des fins politiques, qui les exploitaient alors qu'à chaque fois et judicieusement, ils présentaient de manière à créer autour d'eux un consensus. Ce fut le cas pour les événements de 1966, en 1987, 1989, pour ne citer que les plus graves et les plus douloureux. Au moment où je vous parle, des dizaines de milliers de négro-mauritaniens croupissent encore dans des camps de déportés au Sénégal et au Mali. Et depuis 1989, et les déportés revenus sont devenus des réfugiés dans leur propre pays et privés de tous leurs droits civils et civiques. Et en tout état de cause, ces déportations planifiées au relent du nazisme avaient des motivations sordides. Il s'agissait de profiter du conflit avec le Sénégal pour tenter de dégriffer le pays, car le taux d'accroissement important des négro-africains est devenu une hantise au point que tous les résultats de recensement démographique par ethnie sont tenus secrets, et ce depuis 1960. Il s'agissait de saisir cette occasion pour faire passer enfin une réforme foncière qui rencontrait une résistance en milieu négro-africain pour servir des intérêts inavoués. La déportation, justement, permis à redistribuer la terre et les terres de ces réfugiés en exil forcé au Sénégal comme s'ils ne devaient plus jamais revenir. Pour se venger du Sénégal voisin, les autorités de Nouakchott allaient se rabattre sans remords sur leurs propres citoyens qu'elles spolièrent, dépossédèrent pour les chasser ensuite comme des vulgaires étrangers. Et dire que l'Afrique se tait devant ces actes barbares et qu'à côté on garde un silence à la limite de la complicité. Ainsi donc, au fil des années et des régimes guidés par un même projet, la discrimination raciale allait s'accentuer pour s'afficher violemment dans les années 80. Si avec le premier régime un peu plus futé, elle fut feutrée, le régime du colonel Loultaya, lui, ne s'embrassera pas de scrupules. Les négro-africains passeront de l'état de marginalisation à l'exclusion totale, ouvertement déclarée, dans laquelle il faut replacer les déportations évoquées plus haut. Ici, on a affaire à une minorité qui, pour pérenniser son pouvoir, abuse de l'État et use d'une politique à soubassement idéologique pour assimiler et asservir les autres composantes culturelles, une minorité qui confisque le pouvoir depuis les indépendances, qui ne veut ni en partir ni le partager. Il suffit de gratter un peu pour découvrir derrière le racisme le plus hideux, l'exclusion la plus brutale, l'esclavage le plus primaire. Après le génocide physique, on passe au génocide biométrique, avec la politique d'enrôlement qui transforme les négro-africains en sans-papiers dans leur propre pays. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les négro-africains se plaignent légitimement de leur état, pas comme les autres.
Nous sommes, nous, négro-africains, au stade où nous luttons pour notre survie, pour notre reconnaissance en tant que citoyen, en tant qu'homme simplement dans un milieu hostile où l'homme voue l'homme au racisme, à l'esclavage. Toutes ces questions que nous avons passées à revue envoient en fait à la question première, l'identité de la Mauritanie. La Mauritanie est-elle ou devrait-elle être arabe ou négro-africaine? En vérité, la Mauritanie, pour être viable, devra garder un juste équilibre entre son caractère arabe et son caractère négro-africain. Elle devra être un trait d'union entre le monde noir et le monde arabe. Bien gérer cette diversité pourrait constituer une richesse inestimable pour tous. Et comme disait le sage Amadou Hampâté-Bâ, ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Il est urgent, me semble-t-il, de tirer tous les enseignements des cas dramatiques au Rwanda, Burundi, Congo, en Côte d'Ivoire, pour paraphraser l'écologiste. Nous dirons encore et toujours, ne l'abîmons pas. La situation est très grave, c'est pourquoi nous sommes obligés de faire appel à toutes les consciences internationales et prises de justice et de paix afin de faire des pressions sur ce système abject pour nous éviter le démembrement du pays et l'implosion de toute la sous-région. Nous avons bon espoir que vous userez de toute influence pour que ce problème qui menace jusqu'à l'existence même de notre pays soit résolu par des voies pacifiques. Ma très haute considération et je vous souhaite un bon séjour au second pays de l'apartheid. Et je vous dis, la lutte continue. C'est votre militant africain ou panafricaniste Kaou Touré. Et je dis, la lutte continue. Merci.